Et salut à tous, allez, je commence par cette nouvelle effectivement de l'ETF spot Bitcoin d'e-share qui serait accepté par la SEC. Donc c'est évidemment une fake news, c'était pas difficile à vérifier. Quand l'ETF sera vraiment accepté, vous inquiétez pas, on le saura. Mais en tout cas, ça met quelque chose en évidence aujourd'hui qui me gonfle au plus haut point d'ailleurs, c'est à quel point l'information est faussée, truquée, manipulée, changée, et à quel point ça devient vraiment lourdingue d'avoir des vraies news. Je le vois aussi dans mon groupe Telegram, donc faites-y attention, il y a énormément de news qui sont envoyées qui sont fausses ou pas vérifiées. Donc prenez le temps de vérifier ce que vous envoyez dans le groupe aussi. Ceux qui partagent des infos, vérifiez les infos d'abord, et ceux qui reçoivent des informations, pareil, vérifiez les informations. N'allez pas acheter des cryptos ou des actions sur une fausse news. Parce que c'est ce qui se passe au final. Pourquoi beaucoup de gens passent énormément de temps sur les news crypto, sur YouTube, Twitter, X ou je sais pas quoi, et tous les réseaux sociaux, c'est dans un seul but de pouvoir acheter une crypto au bon moment. Je résume, mais c'est à peu près ça. Donc d'acheter une crypto au bon moment, ou qui a du potentiel. Dans quel but? Le but de se faire de l'argent. En ce moment, je peux observer une perte de temps colossale à regarder des informations sur YouTube, les réseaux sociaux, des fausses informations, des fausses rumeurs, des spéculations. Il y a vraiment de tout en ce moment. C'est aussi parce que les médias, les youtubeurs ont bien compris que en donnant aux spectateurs ce qu'ils veulent entendre, ils auront plus de vues et plus de followers. Mais moi, tout ça, ça me dégoûte. Je veux pas prendre part à ça et c'est pour ça que j'essaye de vérifier un max mes infos et ça devient de plus en plus long et difficile de chercher des vraies infos. C'est pour ça aussi que j'ai ralenti en ce moment le rythme de mes vidéos. J'ai des projets, des objectifs et c'est vrai qu'en ce moment, je suis davantage focalisé sur ça que sur toutes ces news foireuses qu'on trouve partout. Et je m'en porte pas plus mal. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée récemment sur les crop circles. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, je vous suggère vraiment sa vidéo qui s'appelle La vérité sur les crop circles, que vous pouvez voir ici, et qui a mis en évidence quelque chose de vraiment très pertinent, et qui est l'incroyable nombre de conneries que peuvent raconter une masse de gens se faisant passer pour des experts et qui n'y connaissent rien du tout. Ce genre de vidéo, ça met en perspective à quel point l'information qu'on reçoit est foireuse, qu'elle peut être biaisée dans tous les sens, et que donc il faut faire très attention et vérifier, vérifier, vérifier par soi-même. Alors cette vidéo, elle prouve ni qu'il y a des extraterrestres ou que ça n'existe pas, ni que les crop circles sont faits par des extraterrestres ou pas, mais elle vous prouve que beaucoup de personnes et d'experts peuvent dire que c'est un vrai crop circle, donc fait par des extraterrestres, alors qu'il a été fait par des humains. Alors avec discernement aussi, dans sa vidéo, il a tendance à prouver qu'il n'y a pas de crop circle fait par des extraterrestres ou que les extraterrestres n'existent pas, mais ça aussi, ça reste une conclusion hâtive et un biais d'information de sa part. Donc nul n'est parfait, c'est pour ça que vous devez vraiment faire attention à toutes les infos qui passent devant vos yeux ou devant vos oreilles. Alors, concernant Ripple et XRP, pour l'instant, pas grand-chose de nouveau, mais j'avais envie de mentionner une nouvelle fonctionnalité sur le XRP Ledger, donc sur la blockchain de XRP, et qui est la tokenisation d'assets, et en l'occurrence, un des plus pertinents étant l'immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est que la tokenisation? C'est le fait tout simplement d'avoir des jetons, donc jetons égale token en anglais, donc des jetons ou tokens qui vont représenter un bien matériel par exemple. Pourquoi c'est important et pourquoi à mon sens c'est l'avenir? Et ça a déjà commencé, on l'avait vu avec des cryptos comme Propi. L'objectif est donc de digitaliser, sous la forme de tokens, des biens immobiliers, ou n'importe quel autre bien d'ailleurs. Ça peut être des biens et ça peut être des actifs aussi. On peut imaginer tokeniser les actions boursières, par exemple, pour que ce soit beaucoup plus simple d'en acheter, d'en vendre et d'en posséder, plutôt que de devoir passer par des plateformes ou des banques qui sont lourdes et chères. Mais reprenons le cas de l'immobilier. Le but de ça, c'est un peu le même principe que les SCPI en immobilier. On va par exemple découper un bien immobilier en 100 tokens, et n'importe qui pourrait acheter un ou plusieurs tokens, voire une fraction de tokens, aussi simplement qu'on achète de la crypto-monnaie. Et comme tous les documents, contrats et contraintes sont insérés dans la blockchain, si par exemple le bien immobilier acheté a une rentabilité de 20% par an, et bien en ayant en votre possession par exemple un token de ce projet immobilier, non seulement vous avez pris part au projet et rendu possible la construction de ce bien, et vous bénéficiez de l'exploitation, par exemple des revenus locatifs. Et donc votre token va vous rapporter 20% par an. Et la beauté de tout ça, c'est qu'une fois tokenisé, vous pourrez échanger ce token, le revendre, en acheter d'autres, et seront automatiquement liés, attachés à ce token, les contrats, documents et spécifications qui vont avec. Donc ça simplifie énormément le process de mutualisation des investissements immobiliers par exemple. Mais il n'y a pas que l'immobilier qui est en jeu. On pourrait aussi tokeniser des œuvres d'art ou même des propriétés intellectuelles.
Là aussi, par exemple, on peut imaginer que la Joconde est tokenisée en 1 million de jetons, les jetons véritables du tableau de la Joconde, et n'importe qui pourrait acheter ou vendre ces jetons, les échanger, les soumettre donc à l'offre et à la demande et faire varier son prix sur un marché public. Pareil pour la propriété intellectuelle, par exemple un film, une musique. Si vous êtes 3 artistes par exemple à avoir créé une musique, vous pouvez mettre 3000 tokens sur cette musique. Chacun de vous va détenir 1000 tokens que vous pouvez laisser fructifier si la musique se répand et fait son show, ou justement échanger, vendre, acheter sur des marchés publics. Donc tout ça va permettre quoi? Des partages de propriétés et va simplifier énormément les échanges de propriétés justement. Pourquoi Ripple veut aller vers la tokenisation de biens et d'assets? Parce que tout serait payé en XRP et ça créerait une liquidité et une abondance sur le marché du XRP qui plaît énormément, à Ripple et XRP, qui va permettre d'offrir énormément de liquidités sur ce marché et on sait qu'on en a besoin pour tout ce qui est transferts internationaux. Et évidemment, ça plaît aux banques et aux banques centrales qui vont pouvoir à la fois gérer les transferts nationaux, internationaux et aussi la tokenisation de biens immobiliers attachés à des crédits immobiliers qui seraient aussi payés via XRP. Donc tout un environnement simplifié par la techno XRP. Donc moi je vois beaucoup d'avenir dans le domaine de la tokenisation et Ripple est dessus encore une fois. Imaginez le potentiel, vous pourrez avec 20 euros, 30 euros par mois, qui sait, acheter des biens immobiliers qui ont une rentabilité et plus personne ne sera obligé d'avoir des énormes montagnes d'argent pour prendre part à des projets immobiliers. Et surtout à en avoir les bénéfices. C'est un peu ce que je racontais dans ma dernière vidéo que je vous remets ici en haut à droite sur le fonctionnement des assurances et des crédits et des prêts immobiliers par exemple, où grâce à la blockchain et aux contrats intelligents, tout le monde pourra offrir de la liquidité pour ses crédits ou assurances et en avoir le bénéfice. Donc la tokenisation, c'est hyper important, c'est clairement là qu'on va, et donc que cette fonctionnalité soit intégrée dans XRP est une excellente nouvelle. Ripple vient aussi tout juste d'ouvrir son hub de liquidité au Brésil et en Australie, et donc étend encore une fois son marché à 2 gros pays. Alors c'est vrai que toutes ces bonnes nouvelles ne se voient pas forcément sur le prix du XRP, mais n'oubliez pas que l'ISO 20022 est activé en novembre 2023 et va passer en test réel pour 6 mois, donc on pourrait voir des activations réelles de couloirs de liquidité à ce moment-là. Et l'offre de liquidité de Ripple est très importante, puisqu'un manque de liquidité pour des banques ou des institutionnels peut entraîner des coûts de transaction élevés et des retards. Et ça peut être très préjudiciable dans un environnement qui va de plus en plus vite. Le potentiel est absolument énorme et quand on ajoute au hub de liquidité la tokenisation dont je viens de parler, on a une masse financière absolument énorme qui pourrait se déverser dans XRP s'il mène à bien tous ses projets. Mais on voit qu'il est en train d'être partout, sur tous les fronts et dans tous les pays. Ils ont déjà des bureaux dans 15 pays et presque 1200 employés. Leur croissance est plutôt rapide et ils sont en train de répondre à un besoin de centaines de trillions de dollars. Et tout ça, ils le font dans un contexte normalisé. Et justement, je voudrais revenir là-dessus, avec la norme donc ISO 20022 dont j'ai déjà parlé dans quelques vidéos précédentes, et qui, elle, permet à tous les acteurs financiers de ce nouveau monde de parler le même langage. Donc toutes les blockchains qui vont être à la norme ISO 20022 auront un avantage dans le nouveau monde financier. Et pour avoir bossé dans l'informatique, je connais clairement l'importance des normes, et Ripple et Stellar, donc de la blockchain XLM, en sont les premiers membres. Alors, quels sont les cryptos à la norme ISO 20022? Il y a donc XLM, HBAR, XDC, IOTA, XRP, QNT et Algo. Et moi, c'est sur ces cryptos que je me suis principalement placé. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qui a le plus de potentiel et le moins de risque. Et donc là, vous avez à peu près mon top 7 sur mon portefeuille crypto, à savoir donc XRP en premier. Et si vous me suivez sur cette chaîne, vous commencez à comprendre pourquoi. Ensuite, on a XDC qui a un énorme potentiel aussi. Et XDC se présente de plus en plus comme des solutions d'entreprise qui sont en train d'être évaluées et utilisées maintenant. La courbe est plutôt jolie et on est en train de remonter. Alors, qu'est-ce que c'est XDC exactement? XDC, c'est un projet qui permet de l'interopérabilité. Le but, c'est de connecter les entreprises du monde entier en se servant de la technologie blockchain. En gros, comment on fait par exemple pour connecter Ethereum à XRP, étant donné qu'ils ne parlent pas le même langage. Ou encore des entreprises qui ont un besoin en liquidité X avec des entreprises qui ont un besoin en liquidité Y. Ben, c'est justement ça qu'adresse le réseau XDC. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà fait une vidéo sur XDC et je vous la remets ici en haut à droite. Donc bien que XDC soit concurrentiel vraiment au niveau performance par rapport à du XRP, ça reste pas le même but final. Donc à mon sens, ils sont pas concurrents, mais ils vont être complémentaires. Ensuite, on avait XLM. XLM, pareil, gros potentiel, je le considère un peu comme le petit frère du XRP. Ils ont à peu près le même but, mais pas la même destination. Là où XRP se positionne sur le marché des banques, des institutionnels et des gros acteurs financiers, XLM se positionne sur les marchés émergents,
et permettra même aux pays pauvres d'avoir accès à la technologie de la blockchain, à de l'argent, à pouvoir le transférer. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays en Afrique aujourd'hui, ils n'ont même pas de carte bancaire ou de compte bancaire. Le but d'XLM est de remédier à tout ça et de pouvoir bancariser tout le monde. Ensuite, on a Quant. Pareil, gros potentiel ici. Quant joue vraiment dans la cour des grands avec les projets d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que Quant? Un peu sur les traces de XDC, c'est un projet qui permet à beaucoup d'entités de développer des solutions pour communiquer avec plusieurs blockchains. Et le plus du projet Quant, c'est qu'il offre la possibilité de pouvoir échanger avec des solutions numériques qui n'ont pas actuellement la blockchain. Donc par exemple, une solution numérique qui n'est pas encore sous la forme d'une blockchain va pouvoir tout de même se brancher à des solutions de blockchain grâce à Quant. Et c'est ce qu'on voyait ici sur ce schéma que j'ai passé rapidement. On voit que Quant est au milieu du schéma, donc au niveau de la norme ISO 20022. Ça, c'est un schéma de la norme ISO 20022. Donc Quant va permettre de relier et blockchainiser un max de projets qui ne le sont pas encore, ou qui ne le seront pas. Pareil, il me semble que j'ai une vidéo sur Quant, si j'en ai une, je vous la mets en haut à droite. Ensuite, on a IOTA. IOTA, sa courbe fait pas rêver, je vous l'accorde, mais c'est le seul projet aujourd'hui d'Internet of Things, donc IoT. Si je traduis ça, c'est donc les objets connectés. Et donc c'est le seul projet d'objets connectés, en tout cas à ma connaissance, qui implémente la norme ISO 20022. Alors, qu'est-ce que c'est plus exactement IOTA? Ça permet de faciliter la communication entre objets, justement grâce à un DAG. Donc un DAG, si je fais simple, c'est un graphe qui va simplifier la gestion et la connexion d'objets connectés. Ce serait plus compliqué à faire dans des blockchains standards qui sont juste des listes de blocs. Donc pareil, retenez simplement que c'est une blockchain sous forme de graphe, comme peut l'être Hedera Hbar d'ailleurs qui est aussi ISO 20022, et qui va optimiser la gestion d'objets connectés. En termes de domaine d'application, par exemple, on peut avoir, imaginez des colis postaux qui sont tagués avec des puces à l'intérieur. Chaque colis représente un objet connecté, où on peut savoir par exemple exactement où il est. S'il est perdu, on peut imaginer qu'il a aussi un GPS dessus qui va indiquer sa position précise, et qui va communiquer en temps réel avec d'autres entreprises qui vont gérer ce colis. Pour une voiture, on peut imaginer que les voitures sont connectées à des serveurs ou même entre elles pour s'envoyer des informations. Par exemple, imaginez pour la sécurité routière, une voiture détecte un nid de poule sur la route grâce à sa caméra. Cette voiture va pouvoir envoyer cette information aux voitures qui sont en train d'approcher sa localisation, ce qui permettra par exemple soit de prévenir, soit carrément d'éviter le nid de poule, sans que le conducteur n'ait rien à faire. Voilà deux exemples qui vous décrivent un peu plus ce que sera le monde des objets connectés. Ensuite, on a Hbar. Alors Hbar, pareil, la courbe fait pas rêver, mais c'est une technologie qui peut avoir vraiment beaucoup d'avenir, et elle a notamment des liens dans les applications militaires, donc pourrait bien être massivement utilisée par les gouvernements, évidemment. Et son principal avantage aussi, c'est sa structure en graphe, qui permet d'aller beaucoup plus vite dans les résolutions de transactions que les autres blockchains. Et pour résumer, je vais en décrire juste quelques avantages et inconvénients. Et parmi les gros inconvénients, c'est effectivement que Hbar reste centralisé puisque son modèle de validation est basé sur quelques entreprises. Alors on peut évoquer effectivement ces liens douteux avec l'armée américaine. C'est un système breveté et propriétaire, ce qui plaira moins au grand public mais ce qui plaît beaucoup à l'armée et au gouvernement. Donc ici ils disent qu'il n'a pas fait ses preuves en matière de sécurité. Ça viendra avec l'utilisation, mais sa structure en forme de graphe assure une meilleure sécurité. Et des coûts d'utilisation a priori plus élevés que les blockchains standards. Dans les avantages, on a la rapidité des transactions, très économe en énergie, ce qui va plaire aussi au gouvernement. Ça leur permettra de dire qu'ils font des économies d'énergie. Et puis le fait que c'est un protocole vraiment différent et qui pourrait créer la surprise dans un avenir plutôt proche. Et enfin, le petit Dogecoin, le meme coin original, mon deuxième choix de crypto depuis le début après XRP. Et là, il n'est pas sans rappeler que Elon Musk a des vues dessus et qu'il suffit par exemple qu'il l'utilise avec son réseau Starlink ou même avec X maintenant, ex-Twitter. Il suffirait là qu'il annonce que son système de paiement utilise le Dogecoin pour que ce truc s'envole à 1$ sans qu'on s'en rende compte. Dogecoin n'a rien à voir avec l'ISO 20022. Je l'ai simplement dans mon top 7 parce que je pense que c'est une crypto qui a un certain avenir. Perso, je crois beaucoup plus en Dogecoin qu'en Shiba ou Pepe ou les autres meme coins qui ont été inventés juste pour faire du blé. Dogecoin, c'est un projet à la base qui a été fait avec le cœur et beaucoup plus sain que les nouveaux meme coins qui arrivent sur le marché. Voilà pour cette petite liste de mon top 7 crypto. Alors je vous rappelle que vous pouvez en acheter ici, vous descendez sur les markets, ce qui vous permet de savoir sur quels échanges centralisés ou décentralisés vous pouvez en acheter. Je vous remets une vidéo ici en haut à droite qui vous explique tout, comment en acheter et comment ne pas se faire avoir, payer le moins de frais possible pour acquérir toujours plus de crypto au meilleur prix. Prenez soin de vous et de votre temps et je vous dis à la prochaine.